C'est-tu difficile de justement gérer le fait que genre ton père c'est Luc Poirier, au contraire tu le vois à ton avantage? J'avais un litige avec un locataire, puis le locataire, il me menaçait d'aller voir le journal, de retourner ça contre moi ou mon père. C'est où que tu vois l'opportunité en immobilier au Québec dans les prochaines années? Nous, on est quand même un secteur primaire, on est quand même assez important, autant important que l'épicerie et tout ça. Benjamin Poirier, épisode numéro 2 de La boussole de l'entrepreneur, sponsorisé par SL Media, mon agence de marketing, puis Twin Shirts, qui est une entreprise d'impression de vêtements. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, qui est un peu sur le background de Benjamin Poirier, qui est le fils de Luc Poirier, c'est vraiment cool parce que c'est un jeune entrepreneur qui s'est lancé en investissement immobilier, puis il y a beaucoup de monde justement qui veulent se lancer en IMO, puis je pense que ça peut vraiment vous aider, fait que écoutez-le en premier, puis après ça, revenez sur le deuxième épisode, qui est plus tactique, fait que c'est la suite du premier épisode, qui est un peu, le titre c'est « Comment investir en immobilier quand on est jeune ». Parce que moi, je sais que avant de lancer mon agence de marketing, j'ai tout le temps. Au début, je me rappelle, là, je voyais Corey, que tu dois connaître. Ben oui. J'étais comme, je voyais ses vidéos sur Instagram, j'étais comme, let's go, je vais me lancer là-dedans. Puis là, j'étais tout perdu avec des fiches Excel. Tu sais, c'est quand même compliqué quand tu n'as personne dans ton entourage qui fait ça. Fait que, bref, j'étais comme, on n'a pas le choix de parler de ça. Il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui veulent se lancer là-dedans. Fait que, voilà, je te poserais comme question, mettons, pourquoi tu as choisi l'immobilier comme véhicule d'investissement? Oui. Ben, ça part de quand même loin, là. Quand j'avais 17 ans, en fait, quand j'avais 16 ans, mon ami, il avait 21. J'avais un de mes amis qui avait 21. Puis lui, il vendait des souliers, puis moi, je vendais des souliers. Puis là, on s'est connus comme ça. Puis là, on a commencé à faire des affaires ensemble là, pour des souliers, puis tout ça. Puis lorsque lui, il avait environ un 100 quelques mille là, de ramasser en vendant des souliers. Puis moi, j'avais déjà investi avec mon père dans un projet. Là. J'avais pris toutes mes économies, je l'avais mis dans un projet là, quand j'avais genre 15 ans, de quoi de même. Et puis par la suite, c'est ça. On était ensemble, on faisait des affaires ensemble. Puis là, on a décidé d'aller cogner à des portes, puis aller voir c'est quoi le monde de l'immobilier, c'est quoi. On connaissait rien dans ce temps-là, là, puis on voulait juste peut-être acheter quelque chose, mettre de l'argent de côté, avoir un premier pas en immobilier. Je pense que mon père a vraiment déteint là-dessus, puis on s'est inspiré de lui pour hey, on devrait peut-être acheter quelque chose. Puis c'est de là qu'en est venue l'idée. C'est là qu'on a été voir sur Centris, sur ci, sur ça. Puis c'était aussi pendant le temps de la COVID, quand le marché était vraiment très bon, là, très bon. Puis les taux d'intérêt étaient extrêmement bas dans ce temps-là. Donc, c'était comme un peu le moment parfait pour. Le moment parfait, c'est tout le temps un bon moment, là, mais c'était un des bons moments pour commencer dans notre tête à nous. Donc, on a commencé à checker tout ça. Puis, on a trouvé quelque chose de bon. Le premier, c'était quelque chose sur Centris qu'on a trouvé. Puis, on a décidé de justement là, l'acheter avec ses économies, mes économies. Et puis, on a acheté ça ensemble. C'était un triplex à Longueuil que maintenant j'ai vendu, là, puis qu'on a fait un petit montant d'argent quand même assez intéressant. Et puis par la suite, juste après celui-là, c'est là qu'on s'est dit, OK, là, il faut faire de la prospection, cogner aux portes, tout ça. Donc là, on cognait aux portes dans le secteur de Brossard. Puis c'est comme ça qu'on a eu plusieurs deals. Par exemple, là, ça c'est une bonne histoire. Là. Let's go. Il y avait un gars qui voulait nous vendre, on a fait du porte-à-porte, il y avait un gars qui voulait nous vendre son immeuble. Un autre triplex, vu que là, on venait juste acheter un triplex à Longueuil. Donc, nous, on voulait rester dans le triplex, puis on voulait faire ce qu'on connaissait. Donc là, il y en a un qui veut nous le vendre, tu sais. Puis, finalement, à la dernière seconde, il fait un move, là, pas trop legit, là, puis finalement, je vous le vends pas, laissez faire, non. Ah, ouais. Ouais, donc c'est ça. Puis nous, mettons, en date d'aujourd'hui, ben ça va en passation de titre, puis ces affaires-là, puis c'est correct. Mais dans ce temps-là, je savais pas c'était quoi. Fait que, bon, ben, il veut plus nous le vendre, ça finit là. Puis la drôle d'histoire, c'est qu'après ça, j'ai fait de la prospection sur cette rue-là, puis on en a acheté 2 sur la même rue. Ouais, 2 sur la même rue que lui. Donc c'est ça. Ah, ouais. Ouais. Hey, c'est fou, Puis, ouais, juste pour ça, ouais. Puis
C'est ça, en gros, avec ces blocs-là, vu qu'on avait des bons deals, puis comment ils financent leur résidentiel, vu qu'en bas de 5 portes et moins, c'est résidentiel, comment ils financent au résidentiel, c'est selon la valeur du secteur, du marché. Donc, si tes revenus suivent, ils peuvent t'emprunter jusqu'à 80 de la valeur, donc RPV, ratio prêt-valeur, de 80 Donc, nous, on les achetait à autour de 600 000, mais dans le temps de la COVID, avec les faibles taux d'intérêt, triplex à Brossard, ça valait autour de 800 quelques mille. Ah ouais? Oui. Donc, quand on achetait, on mettait 0 $ de mise de fonds. Donc, oui. Puis, les gens pensent probablement que mon père a toujours aidé, puis tout ça, puis qu'il m'a probablement donné la cuillère en argent dans la bouche, mais les seuls moments qu'il a aidé, c'était lorsque ça s'est arrivé, il a co-signé le prêt, parce que moi, j'avais pas les revenus pour, là, on s'entend, là, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Donc, il a co-signé le prêt, et puis par la suite, en est venu là, beaucoup d'autres histoires là, avec des locataires et tout ça, là, des gens qui... On a acheté des blocs à problème, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas chers. Okay. Mais est-ce qu'on savait réellement dans quoi on s'embarquait? Je pense pas. Ouais, c'est que ce ça. soit pour moi ou pour mon ami, on le savait pas. Il y avait des gens qui sortaient de prison de là, qui nous menaçaient de mort et tout. Ouais. Ça va être tough, là. Ouais. Puis tu sais, moi, dis-toi, là, j'ai 18 ans, lui, il avait 21, 22. Puis tu sais, on a encore une baby face. Moi, j'ai une casquette en arrière. Puis là, je m'en vais dire, hey, là, faut que tu payes ton loyer, là, go. Ouais. C'est ça, il te prend pas au sérieux, là? Ben non, zéro. Puis même quand je faisais du porte-à-porte, quand j'allais cogner aux portes, puis les gens me voyaient avec une casquette en arrière, puis là, au début, ma tactique, c'était de leur dire « Hey, j'aimerais ça louer, peux-tu me donner le numéro de ton propriétaire? » Parce que je pensais que ça allait mieux passer. Mais le problème avec ça, c'est que casquette en arrière, c'est un petit jeune, il va faire le party, il va faire du trouble ici. Non, je te donne pas le numéro. Donc là, j'ai switché le discours qui était rendu « Hey, je travaille pour une grande firme immobilière et puis nous, on veut venir aider la qualité de vie des locataires. » Donc, par exemple, là, mettons, je voyais quelques petits problèmes avec l'immeuble, là, juste de l'extérieur. Ah, vous voyez là, le gazon ici, on va l'arranger, on peut l'arranger, telle affaire. Puis là, ah ouais, OK. Puis là, donner le numéro du propriétaire. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire de la prospection, puis j'ai pu commencer. Puis par la suite, là, après ces nombreux triplex-là, là, à Brossard et Longueuil et tout ça, sur la Rive-Sud, par la suite, il y a eu des flips. Et puis, il y a eu là, du multilogement, donc 5 portes et plus, à Montréal, la Rive-Sud, et puis un peu en Estrie aussi. Là. Donc, c'est ça, en ce moment. C'est là. Puis tu as parlé de ton père. Je trouve que je voulais te poser cette question-là aussi dans le premier épisode, mais je vais te poser là. C'est-tu difficile de justement gérer le fait que genre, ton père, c'est Luc Poirier? Comment tu gères ça? C'est-tu difficile ou bien au contraire, tu le vois à ton avantage? C'est un peu les deux, sérieusement. Puis j'ai deux histoires là, pour toi. En fait, j'ai deux histoires qui est négatif. Donc, première histoire, j'avais un litige avec un locataire, justement dans ce triplex-là. Puis le locataire, il me menaçait d'aller voir le journal, puis de dire au journal je sais pas quoi, puis tu sais, puis de retourner ça contre moi ou mon père, ou je sais pas ce qu'il pensait faire, là, mais son modus operandi à ce locataire-là, c'était qu'il entrait dans un logement, il payait pas pendant 3-4 mois jusqu'à temps qu'il se fasse renvoyer, kick-out, renvoyer dehors. Puis ensuite, il allait dans un autre logement, faisait la même chose. Ah, il y a beaucoup de monde qui font ça. Oui, donc ça m'est arrivé. Moi, je me suis fait pogner, puis j'étais jeune. Donc, au lieu de prendre 3-4 mois en temps normal, moi, ça m'a pris un petit peu plus que ça. Là, comme 6, 7, 8 mois, là, je pense. Là. Donc, ça l'a fait un beau montant là, qui me doit encore aujourd'hui. Mais bon, chose à part, justement, ça, c'est une des choses négatives, tu sais. Sinon, un jour, j'avais un litige avec un locataire qui était juste une évacuation pour insalubrité et tout ça. Là. Donc, après ça, il y a un avocat que je vais voir pour demander des conseils et tout. Puis, cette personne-là regarde le dossier. Il dit « Poirier, es-tu le fils à Luc? » « Ouais. »« Ah, OK. Est-ce que tu sais que je charge un frais de dossier de dernière minute de 300 $? Tu sais, j'y avais parlé comme pendant les 2-3 derniers jours à propos des frais puis de qu'est-ce que ça allait impliquer. Puis la dernière seconde, quand il voit mon nom, puis qu'il me voit la face, là, il augmente son prix de même. Donc, tu sais,
là, cette personne-là, ben, c'était un one-shot deal, puis tant pis. Mais comme, tu sais, justement, ça, c'est des choses négatives qui peuvent arriver, puis ça vient avec. Par contre, il y a aussi l'autre côté de la médaille qui est positif, puis je pense qu'il y a plus de positif que de négatif. C'est que, tu sais, j'imagine que mon père il a réussi à construire quelque chose d'énorme là, en personal brand et tout, en voulant dire que le nom Poirier a une certaine notoriété en immobilier que moi, je vais continuer à garder puis à faire croître. Là. C'est ça mon but aussi. Là. Mais justement, ça me fait parfois aux yeux des investisseurs, aux yeux des banques et tout ça, ça peut me faire gagner un petit peu plus de sérieux qu'en temps normal, j'aurais peut-être un petit peu de difficulté à avoir. Par contre, est-ce que c'est significatif au point que il faut que tu aies mon nom de famille pour le faire? Impossible. J'ai justement, comme que j'ai dit dans l'autre podcast, le premier épisode que vous devriez aller voir, j'ai dit que j'ai des amis là, qui sont rendus plus loin que moi là, et plus haut que moi, puis leurs parents, c'est des parents normaux, là, comme puis même mon père, là, tu sais. Donc c'est ça. Ouais. C'est fou, parce que moi, je voulais t'en parler parce que dans le premier épisode, tu as parlé que justement, tu voulais vraiment faire par toi-même pour prouver à toi que genre tu étais capable de faire, puis même sans l'aide de ton père, tu es capable de faire tes projets de A à Z. Puis moi, je trouve, ça c'est le coup qui m'inspire. Je trouve ça vraiment cool parce que ben, c'est un peu aussi ce que je voulais dégager avec mon agence de marketing. J'ai aucune personne dans ma famille qui est entrepreneur. Je me suis dit, let's go, je me lance. Puis il y a du monde qui me dit, ah, t'es chanceux, là, t'as réussi, là, parce que ton père il est en affaires. Puis je suis comme, non, il n'y a personne, tu sais. Puis ça doit être de quoi, justement, que tu dois vivre, puis que tu dois être un petit peu difficile aussi. Là. Ouais, ben énormément. Par contre, tu sais, les gens qui chialent, c'est pas des gens qui, selon moi, qui vont se rendre... Valuable. Là. Ben à ces endroits-là, je veux dire, si quand tu vois une belle voiture, la première idée que tu as en tête, c'est « Ah, ben, lui, c'est un crosseur. » Ben, t'as pas la mentalité pour te rendre là, je veux dire, faut... tu sais, mettons que tu vois quelqu'un comme toi, au lieu de passer un commentaire comme ça, tu poses des questions. « Ah ouais, comment t'as fait? Parle-moi ça en plus. » Puis « Ah ouais, puis là, ça va t'ouvrir des portes, des idées, puis peut-être que là, ça va être à ton tour de le faire, là, d'embarquer dans l'entrepreneuriat et tout ça. Ouais. Pour les gens qui écoutent ça en ce moment, j'imagine que c'est tout du monde qui sont probablement en affaires ou qui veulent se lancer en affaires, donc vous êtes déjà à la bonne place. Puis les haters, les gens qui n'ont rien de mieux à dire, rien de mieux à faire, ben je veux dire, laissez-les faire, là, à un moment donné. Qu'est-ce que tu vas être à une meilleure place qu'eux, on s'en fout, là. Ouais. Right. Je suis d'accord. Si on revient aux tips en investissement immobilier, as-tu des erreurs classiques que le monde font que tu vois chez les nouveaux investisseurs que tu conseilles aux personnes de ne pas faire? Donc, des problèmes, genre? Ouais, ben des erreurs que le monde font ou des problèmes que le monde ont eu parce qu'ils n'ont pas regardé telle chose. J'en ai parlé un petit peu, je pense, dans le premier épisode, mais de bien organiser, de bien connaître les objectifs des partenaires avec qui tu fais affaire. Ouais. Ça, c'est le numéro 1. D'autres problèmes qui pourraient Au niveau du bloc, mettons que quelqu'un fait un achat, y a-t-il quelque chose que le monde ne regarde pas assez et qu'il faudrait vraiment qu'il regarde? Normalement, quand tu achètes un bloc, tu fais déjà une inspection, tu fais tes due diligence. Donc, due diligence, tu passes à la ville. Tu vas voir qu'est-ce qui est possible avec la ville. Si jamais c'est un projet de subdivision de terrain ou construction, peu importe, ou même de juste rénovation, rajout de logement, peu importe. Tu peux aller demander à la ville. Normalement, ils te répondent dans des délais quand même raisonnables, même si c'est long, là, mais quand même raisonnable. Et puis par la suite, justement, dans ton due diligence, il faut que tu aies toutes les réponses à tes questions à ce moment-là. Puis même pour qu'est-ce qui est des locataires, si, mettons, là, un 5 logements, disons, là, a des mauvais locataires, peu importe le nombre de logements, puis pas mauvais, mais tu sais, il y aurait place à amélioration pour leur qualité de vie, puis aussi, ben pour les poches de l'investisseur. Je veux dire, peut-être, si c'est une possibilité, parler aux locataires, leur demander s'ils aimeraient avoir une thermopompe,
un accès à la cour, thermopompe qui fait chauffage et climatisation. Donc, ça baisse leur bill d'hydro, plus ça fait de l'air climatisé. Puis c'est rare, là, les blocs des années 1960, là, qui a des airs climatisés. Donc, rajouter ça. Juste peinturer, des cuisines et salles de bain. Là. Nous, c'est pas mal ça que je fais dans les logements. Là. C'est pas mal de cuisine et de salles de bain, du renipage puis du rendre ça beau. Là. Des vieilles salles de bain là, de justement 1980, puis là, la personne vit là depuis 10-15 ans. C'est pas vendeur. Là. C'est pas vraiment vendeur. Puis les locataires sont quand même, les gens en général sont quand même ouverts à avoir une nouvelle salle de bain. Puis en contrepartie, tu augmentes le loyer d'un certain montant, d'un petit montant raisonnable pour tout le monde. Puis c'est une discussion à avoir. Puis il n'y a aucun tabou, puis tout est beau, puis tout. Il n'y a aucune perte aussi. Il n'y a aucune perte. Puis lui, il est content, toi, tu es content. Tout le monde est content, puis c'est comme ça qu'il faut créer la relation à long terme avec les locataires. Comme que j'ai dit tantôt, c'est leur milieu de vie. Puis si toi, tu es pour apporter du positif en injectant de tes poches pour apporter du positif aux locataires, bien, pourquoi il n'aimerait pas? Pourquoi, de un, il dirait non? Et pourquoi, de deux, il serait contre ça? Pourquoi il ne te laisserait pas faire? T'sais? Puis certains locataires ne veulent pas, là, catégoriquement, puis c'est correct, on respecte le choix. Puis pour ceux qui veulent, bien, tant mieux. Donc, parler aux locataires si c'est possible. Normalement, c'est peut-être pas possible. Due diligence, s'assurer de faire cette due diligence à 100%. S'assurer que dès le début du deal, tu as un plan de take-out. Donc ça, moi, je ne l'avais pas vraiment pris en considération dans mes premiers investissements. Puis c'est que, genre, tu sais, dans des triplex, tu ne peux pas vraiment refinancer un triplex à sa pleine valeur. Même si mes triplex en ce moment, ça doit être les triplex qui font le plus d'argent dans le bas ressort au grand complet. Okay? C'est vraiment des beaux logements et tout ça. Ça vaut très cher. Puis, je peux pas refinancer, disons, puis reprendre cette équité-là. Par contre, si c'était un 5 logements à Brossard, puis j'aurais fait le même nombre d'énergie, le même nombre de trucs, ben en ce moment, j'aurais pu avoir un take-out énorme, puis refaire ça, puis refaire ça, puis refaire ça. Puis c'est là la longévité là, dans l'immobilier, puis c'est ça qui rend possible l'immobilier. On a des bons programmes ici au Québec et au Canada, là, avec la CHL et tout ça. Donc, Cool. Un take-out, juste pour que le monde sache, c'est... Soit une vente, un refinancement, et puis aussi pour l'investisseur, là, donc comment que... En fait, ça, c'est la partie la plus importante, comment que lui, il se fait repayer. Donc, normalement, c'est des parts privilégiés, puis un rendement sur liquidité, déjà préétabli, tout ça. Donc, l'investisseur, il est certain de la chose, puis il investit dans le projet immobilier, oui, mais il investit aussi en toi. Donc, en voulant dire que tu as bien beau sur papier que ce soit super beau, là, donc on va faire telle affaire, mais quand ça arrive au fait, puis que tu es là, puis que faut que la job elle avance, puis c'est plus rendu des chiffres sur un Excel, c'est rendu des gars de construction qu'il faut que tu gères, puis des matériaux, puis des locataires, la vie des gens, tout ça. Bien là, c'est là que tu prouves que qu'est-ce que tu disais, ben tu sais, les bottines suivent les babines. Donc c'est ça. That's it. Je veux aussi savoir, c'est quoi le processus pour évaluer un immeuble si ça vaut la peine? Parce que je voyais justement, il y a beaucoup de monde qui utilise un fichier Excel pour déterminer. Mais toi, as-tu une tactique que tu utilises pour déterminer si un immeuble vaut tout de suite la peine et que c'est un beau projet? Oui. Bien, en premier lieu, pour une évaluation minimum, là, premièrement, c'est le coût par logement, donc combien c'est de la porte. Donc, disons qu'un immeuble est 1 million, c'est un 5 logements, le coût par logement est de 200 000. Okay? Par la suite, c'est les revenus bruts, les dépenses, les revenus nets, les dépenses actuelles. Par la suite, c'est de voir ton revenu brut, tes dépenses normalisées par la SHL. Et puis par la suite, ton revenu brut effectif, ton revenu net normalisé. Et puis ça va te donner des indicateurs que tu vas pouvoir voir, OK, c'est quoi mon financement dès le départ? Puis c'est quoi l'augmentation que j'ai besoin pour atteindre certains objectifs? Et puis, ça se peut que ce soit pas ça aussi le deal. Ça se peut que ce soit, mettons, un 5 logements,
mais qu'il y a un gros terrain. Peut-être que ton deal d'abord il est dans le gros terrain, de juste couper le terrain. Et si c'est le cas, ben d'évaluer aussi le terrain. Puis, ça vient vraiment avec le temps. Mettons, en date d'aujourd'hui, moi, je suis capable de voir un deal puis de le dire en quelques secondes, minutes, si c'est un bon deal que j'aimerais continuer continuer à checker ou pas. Puis, ça va venir avec le temps. Oui, c'est ça, je pense, en le pratiquant à chaque fois. En le pratiquant, mais par contre, avec tes revenus nets normalisés, tu peux calculer c'est quoi ton service de la dette avec ton ratio de couverture de dette. Donc là, tu peux calculer que, bon, ben parfait. Est-ce que tu sais c'est quoi un ratio de couverture de dette puis un... Je suis de base. OK. Je connais Donc, pas tant ça. par exemple, tu prends ton revenu brut. OK. Ouais. Puis, règle de pouce, normalement, là, les dépenses, c'est environ 30 quelques %, disons 35 % du revenu brut. OK. Donc, disons, là, tu as 100 000 de revenu brut. Ton revenu net... Dans l'année? Oui, 100 000 par année brut. Ouais. OK. Ton revenu net normalisé, il est de, disons, 70, mettons 65. OK. Ton service de la dette, il est de 80 % de 65 000. OK, parce que tu as un ratio de couverture de dette de 1,2. Puis il faut que tu le calcules comme ça. La SCHL offre un ratio de couverture de dette de 1,1 avec un ratio de prévalence de genre 90 %, 95 %, dépendant des deals, dépendant des secteurs, dépendant des points que tu vas aller chercher, tout ça. Par contre, pour faire une règle de pouce, pour voir rapidement, il faudrait calculer 1,2, juste pour voir ça donne quoi à l'environ. Là. Donc, tu calcules ça à 80 % de 65 000, ça donne ton revenu, ton service de dette. OK? Puis avec ton service de dette, tu le mets sur 12 mois. Puis ça va te donner tes paiements par mois sur ton hypothèque que tu peux aller chercher. Fait qu'avec ça, tu peux aller voir, OK, combien que je peux aller chercher en hypothèque sur cet immeuble-là avec les revenus que j'ai actuellement. Puis c'est pour ça, c'est, mettons, la base. Là. Moi, je vois un deal, je fais ça sur mon téléphone, ça me prend 3 minutes et demie. J'ai déjà une calculatrice financière là-dessus, je le calcule rapidement, c'est fait. Puis là, OK, parfait. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Parce que si j'ai besoin d'une augmentation de 10 % disons, pour aller refinancer, puis sortir la mise de fonds, ben OK, 10 % c'est très atteignable. Là. Je négocie avec des locataires, puis je leur apporte une qualité de vie qui est plus haute de 30-40 %, puis en contrepartie, ça va me payer au moins 10 % d'augmentation. Right? Par contre, si jamais c'est 50 %, fait qu'il faut que j'aille 150 000 de revenus bruts, et là, la game est différente. Là, donc, c'est un peu ça. OK. C'est quand même pas mal de chiffres. Ouais. Tu connais-tu les 4 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, ou quelque chose? Oui. Il faut probablement être quand même pas mal bleu dans ces affaires-là. Il faut calculer ton retour sur investissement, etc., qui est genre mon bon gros défaut là, d'être très, très statistique. Mais justement, avec Antoine, la personne que je vais déménager avec à Montréal, m'aide beaucoup là-dedans. Okay. Puis, mais je pense que c'est important. Là, en tout cas, t'en parles. Tu es comme, faut que je calcule ça en 3 minutes et demie, je suis capable de savoir aussi. Puis je pense que c'est justement, quand c'est bien fait, après ça, tu peux savoir qu'avec l'investissement que tu fais, probablement après ça, que tu peux t'en utiliser pour un levier avec tes autres projets immobiliers, n'est-ce pas? Ben oui, il faut. Puis sinon, si c'est pas ça qui arrive, ben t'es stallé, puis c'est beaucoup plus difficile à continuer. Puis c'est ça l'erreur que moi j'ai faite personnellement. Puis justement, j'avais pas vraiment pris ça en compte. Puis je m'étais lancé sans trop savoir ce que je faisais. Donc, j'ai pas pu réellement me payer, là, disons, en parenthèse, me payer pendant mes 3-4 dernières années que j'ai fait ça, parce que j'ai pas réellement vendu de choses à part le premier triplex. Tu comprends? Ouais. Donc, j'ai beaucoup en équité. Je suis très correct en équité, mais par contre, en cash, ben, c'est ça le cash flow, c'est ça qui est tough, je pense, en IMO. Oui, ben c'est vraiment le nerf de la guerre, là, je pense, pour tout le monde. Puis, quand ton immeuble est cash flow positif, donc tu fais des améliorations, ton immeuble est cash flow positif, bien là, tu as le choix entre est-ce que je refinance puis je sors un gros montant, ou bien est-ce que je le garde cash flow positif puis normalement, bien, tu le refinances. Mais quand tu es un gars d'immobilier, quand tu refinances, ou bien tu le vends là, pour avoir toute ton équité, bien, tu as un gros montant d'argent, puis normalement, tu le remets dans un autre deal parce que, ben, Colin, il y a toute une opportunité qui sort puis tout, fait ça l'arrête jamais. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Je parle beaucoup aussi de réseau. Parce que avant, j'étais un gars de réseautage, j'allais beaucoup à des événements de réseautage. Comment tu fais pour bâtir un réseau en immobilier qui peut t'aider justement à grossir ton équipe et avoir justement plus de clients? Bien, le réseau, c'est vraiment dans tous les événements là, de Montréal. Il
il y a beaucoup d'événements en immobilier, là, beaucoup. Donc, genre, off the top of my head, je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire, mais il y en a plusieurs. Il faut se présenter là, il faut être sharp, il faut bien paraître et tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que tu allé au Cercle d'Or, me semble. Ouais, je vais au Cercle d'Or parfois, là. Malheureusement, je ne suis pas trop disponible. J'aimerais ça plus y aller, là, que ce soit Cercle d'Or ou d'autres événements immobiliers. Je suis un petit peu indisponible pour ça. Par contre, mon partner, il est très, 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 très disponible. Il va à toutes, chacun. Puis, c'est ça, il fait des bonnes connexions. On avait un deal il n'y a pas longtemps qu'il fallait avoir un certain montant. Il fallait trouver un certain montant là, pour investir. Puis il était dans un de ces événements-là. Puis le lendemain, on avait une rencontre avec le gars. Le lendemain, il signait la lettre d'intérêt, la LOI. Puis par la suite, là, on le rajoute au prêt là, dès maintenant. Là, donc, sur la demande de prêt. Ouais. Oh, incroyable. Je voulais parler des cercles d'or pour inciter toutes les personnes qui sont jeunes et qui veulent. Souvent, un des enjeux, c'est quand tu es jeune et tu veux bâtir un réseau de contacts au début, ben souvent tu es seul. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis impliqué dans le CA des cercles d'or pour aider. On veut aider le plus de Québécois à briser en fait la solitude entrepreneuriale au Québec. C'est pour ça qu'on organise des événements à Montréal, à Laval, à Trois-Rivières, à Québec en ce moment. Puis c'est vraiment cool. Moi, c'est ça qui m'a permis justement de rencontrer Caroline. Pour ça, j'ai rencontré toi, j'ai rencontré Antoine, j'ai rencontré toutes les personnes avec lesquelles j'apprécie le plus en affaires au Québec. Fait que, en tout cas, bref, toutes les personnes qui sont jeunes, allez à ces événements-là, c'est super. Yes. Je voulais finir sur une question. C'est où que tu vois l'opportunité en immobilier au Québec dans les prochaines années? Il y a quand même beaucoup de politique à prendre en considération dans l'immobilier, je pense. Là. Peut-être que je me trompe, peut-être que non. Le temps me le dira. Mais tout ce qui est là, de l'immigration au Canada, puis surtout au Québec, c'est quelque chose qui peut, à mon avis, qui peut aider. Maintenant, avec les budgets projetés par le Carney en pouvoir en ce moment, je ne sais pas comment ça va affecter vraiment les CMB, les taux d'intérêt. Pour l'immobilier commercial, en fait, là, c'est avec les CMB, puis résidentiel, c'est le taux directeur. Donc, je ne sais pas comment ça va l'affecter. Il a mentionné qu'on allait potentiellement être dans une récession, à voir comment ça va affecter, mais nous, on est quand même un secteur primaire. Donc, on est quand même assez important, là. Autant important que l'épicerie et tout ça. Je vois aussi de plus en plus, puis moi personnellement, je travaille avec des offices municipaux de l'habitation. Donc, c'est des logements sociaux et tout ça. Moi, j'apporte des gens, je fais du logement social dans certains de mes immeubles, dans mes logements. Donc, j'en offre puis tout. Puis, c'est bénéfique autant pour les gens là, qui louent l'OMH et puis pour nous autres. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être potentiellement plus voir là, dans les prochaines années, qui va prendre plus d'envergure. Selon moi, les financements là, pour ces genres de trucs-là, donc les logements sociaux et tout, vont être quand même potentiellement bonifiés là, parce que la demande est là. Ils ont tellement d'attentes sur cette liste d'attentes-là de l'OMH. Là. Donc, à voir. Mais comment que je vois le secteur de l'immobilier, je pense que ça va être encore toujours bon, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 ou dans 50 ans. Mais ça fait plusieurs années aussi que ça fonctionne. Ça fait des millénaires là, que ça fonctionne. Donc, je pense que ça va continuer de bien aller. Puis, c'est ça. That's it. Écoute, je voulais donner un défi à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Merci, premièrement, d'avoir écouté les 2 épisodes avec Benjamin. Je voudrais donner un challenge, mettre chaque semaine 5 à 10 % de ton argent que tu fais avec ton entreprise ou juste ton emploi pour le réinvestir dans ton entreprise ou en immobilier ou à la bourse. Parce que moi, en tout cas, du moins, tous les sous en ce moment que je fais, je l'investis dans mon personal brand, dans le podcast, dans les contenus, dans de la publicité avec la clinique marketing ou dans mon équipe pour avoir des meilleurs talents.
Je pense que c'est comme ça qu'on améliore. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'améliore la qualité de service. Puis c'est comme ça aussi que tu vas permettre d'avoir plus de revenus. Fait que si tu veux diversifier avec la bourse ou avec l'immobilier, ben écoute, immobilier, je pense qu'il n'y a pas meilleur que M. Benjamin ici présent. Mais ouais, fait que c'est le petit défi que je voulais vous donner comme challenge. Fait que 5 à 10 % de ton argent, tu le mets de côté pour investir. Donc écoute, Benjamin, un gros merci. Puis écoute, je te reposerai la question, c'est où que les personnes peuvent te retrouver s'ils veulent investir avec toi? Ben Poirier 8 sur Instagram, Benjamin Poirier sur Facebook, LinkedIn, puis envoyez-moi un message, ça va me faire un plaisir de vous répondre puis de discuter. That's it. Un gros merci, Benjamin. Merci à toi. Let's go!